Ça y est, là c'est le direct. Bon, ok. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Morgane Bois-Coldourel. Moi je suis avocate au barreau de Carpentras. Donc le barreau de Carpentras, c'est tout un ensemble d'avocats qui sommes dans le ressort du tribunal judiciaire de Carpentras. Parce que dans le Vaucluse, on a deux endroits où exercer. On a Carpentras et Avignon. Donc à Avignon, vous avez aussi un barreau avec des avocats. Mon cabinet il est situé rue de la République, donc pour les filles qui doivent connaître, c'est à côté de la boutique Camailleux, juste au-dessus. Voilà, ça vous parle. Et puis ça fait 12 ans que j'exerce mon métier. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler des métiers du droit, parce que les métiers du droit, c'est pas que les avocats ou les magistrats, c'est-à-dire les juges, c'est tout un tas de choses. Donc, je sais pas, je vois que vous avez des âges différents, donc vous avez, je pense, des niveaux un peu différents. Tu peux venir t'asseoir là, tu seras moins serré. En direct, bon, ben, je sais pas, ils écouteront les réponses qui seront données à vos questions. Donc, je sais pas, par exemple, tu es en quel niveau? Moi, je suis en 5e. T'es en 5e? Ok. À côté, tu es en quelle classe? 5e aussi. 5e aussi? 5e aussi? 3e. Ouais, grand. Terminale aussi? 4e. En 4e? Première. En première. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait des stages chez des avocats ou au tribunal ou chez des huissiers, des notaires En quelque sorte? Oui, bah, parce que ma mère elle est notaire, donc. Eh ben voilà, donc du coup ça aide de savoir ce qui. Ok, oui, bon, forcément ça aide. Alors moi je suis là pour répondre à vos questions. Donc si vous avez plein de questions, franchement c'est vraiment que ce soit de l'échange avec vous. S'il faut, après si vous êtes en demande, je pourrais revenir faire un autre atelier avec MyCampus. Voilà. Donc si quelqu'un veut poser n'importe quelle question, tout ça. Non ? Vous avez fait quel niveau d'études pour devenir avocate? Alors, avocat, là par contre je pourrais sans prendre mes notes. Hein. Avocate, donc j'ai fait tout le cursus universitaire à Avignon parce qu'on a la chance d'avoir une super faculté de droit à Avignon. On n'est pas obligé de courir à Montpellier ou à Aix, ce qui est quand même un avantage quand on habite dans le coin. C'est les profs d'ailleurs de Montpellier, d'Aix et d'autres facs qui se déplacent à Avignon, hein, comme ils font dans toutes les facs d'ailleurs. Donc tout ça, donc à la fac, c'est de la licence jusqu'au master 2. Et ensuite, pour présenter le concours d'avocat, donc en fait, on dit communément un concours, mais c'est un examen. Un examen qui est vraiment très sélectif. On a donc un institut d'études judiciaires à la faculté d'Avignon qui nous permet de présenter donc cet examen-là. Alors, soit on va jusqu'au bout des études, jusqu'au bout du Master 2, et on fait par la suite l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires. Mais moi et mon associé également, on n'a pas voulu attendre trop longtemps, et en même temps qu'on faisait nos études de Master 1, on a présenté le concours de l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires, et on a présenté le concours d'avocat. Ce qui a fait que pendant le Master 1, on continuait les études de Master 1, puis de Master 2, et on était déjà dans le cursus pour devenir avocate. Puisqu'après, on s'inscrit, une fois qu'on a le concours, on s'inscrit à l'école d'avocat, qui elle par contre est soit à Aix, soit à Marseille, soit à Montpellier. Et là après on a l'examen de sortie. Voilà, donc en fait c'est un bac plus 5 et 2 ans d'études à côté pour le cursus avocat. Voilà. Magistrat, donc le juge, on ne peut présenter l'examen d'entrée qu'au niveau du Master 2. Voilà, ça décale d'une année, mais c'est faisable. Quand on se met un coup de pied au derrière et qu'on travaille et qu'on est sérieux, on y arrive. Hein, voilà. On peut faire plusieurs choses à la fois. Moi, je vous écoute, hein, franchement, n'hésitez pas, hein, je suis vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions débiles, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des questions à poser pour justement essayer d'avoir des réponses. Et honnêtement, si j'ai pas de réponse, je ne vous répondrai pas. Je sais pas. Après vos études, vous avez fait quoi du coup? Vous étiez aménagé à Carpentras, etc. Directement. Dans le cadre des études d'avocat, donc on a un stage à faire. Un stage dans un cabinet d'avocat pour découvrir justement le métier, apprendre les bases de ce métier, parce que quand on arrive, sérieux, on est des bébés avocats, hein, quand on a... j'avais 24 ans quand j'ai eu l'examen, 24-25 ans, à 25 ans, on est vraiment des bébés avocats. Ouais. Il faut vraiment prendre de l'expérience, et on peut
la loi, les textes nous permettent de nous installer dès qu'on a le concours. On n'a plus une période obligatoire de stage pendant 3 ans comme c'était le cas il y a des années, une dizaine d'années, même plus, une vingtaine d'années maintenant. Mais il faut vraiment prendre beaucoup d'expérience. C'est-à-dire qu'il faut aller dans un cabinet d'avocat, être collaborateur d'un avocat qui a de l'expérience pour ensuite pouvoir s'installer au bout de quelques années. Voilà. Mais oui, j'ai fait avocate direct, j'ai eu les études. C'était vraiment prise de tête de faire toutes ces études que quand on y est, on y reste. Hein. Voilà. Vous connaissez toute la loi par cœur? Non, on ne peut pas. Alors, j'ai voulu prendre ça, je suis partie à la banque parce que j'ai fini très très vite un dossier avant de venir faire cet atelier pour vous. Il y a des codes. Il y a souvent, c'est des livres rouges, je ne sais pas si ça vous parle, j'ai oublié d'en prendre. Donc il y a le code civil, il y a le code pénal, il y a le code de procédure civile, le code de procédure pénale, ça c'est les basiques. Mais il y en a des dizaines et des dizaines. Tous ces codes, en fait, contiennent, dans chacun de ces codes, toutes les lois qui s'appliquent, par exemple, au droit civil, au droit pénal, au droit de l'urbanisme, au droit de la profession d'avocat aussi. Il y en a le droit de l'action sociale et des familles. Il y a des codes qui sont en libre service sur Internet, sur un site officiel donc, qui s'appelle legifrance.gouv.fr. Et sur ce site-là, par exemple, si vous voulez découvrir un article du Code civil ou découvrir n'importe quel article de loi, tout est sur ce site Internet-là. On ne peut pas les connaître par cœur, les lois. Il y en a beaucoup trop. Même les législateurs, donc ceux qui font les lois, ne peuvent pas les connaître par cœur. Ou alors ce sont des robots. Et donc c'est legifrance.gouv.fr. Voilà, non, on ne connaît pas tout par cœur. Par contre, les études de droit. Quand on fait les études de droit à la fac, on apprend vraiment les bases du raisonnement juridique. Ça, c'est très important. Et donc, on a des articles que l'on connaît. Moi, il y a des articles que je connais par cœur. Alors, ils ont changé, il y a eu une réforme il n'y a pas si longtemps. Ils ont changé la numérotation. Mais ce que disent les articles, on sait pourquoi on a ça, on sait pourquoi on va faire telle action et pas telle autre, parce que c'est des techniques que l'on a apprises. Et après, il y a l'expérience professionnelle aussi qui fait que on sait. Et quand on ne sait pas, eh bien, on va chercher dans le code. Par exemple, moi, tout à l'heure, j'étais sur une procédure où j'ai juste vérifié que le juge des référés, donc pour des situations soit d'urgence, soit lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse, eh bien, peut intervenir dans telle ou telle matière. Je la connais, la base de cet article, mais j'ai quand même vérifié. J'ai pris mon code, j'ai ouvert, j'ai cherché mon article. J'aurais pu le faire sur Legifrance aussi. Et je me suis assurée que c'était bien ça qu'il fallait appliquer, et pas un autre texte. Voilà. Mademoiselle. J'ai pas les papiers. Je suis pas là que pour parler du métier d'avocat. Hein. Je suis là pour parler des métiers du droit en général, et il y en a beaucoup. Dans le cadre d'avocat, est-ce qu'il y a possibilité de se spécialiser dans un domaine en particulier? Et si oui, est-ce qu'il faut rajouter des années d'études? Est-ce que ça rajoute Je vais t'expliquer ça. Quand on est avocat, on est à la base avocat, généraliste. On peut dire ça de façon générale, un peu comme le médecin généraliste. Mais pour pouvoir dire je suis avocat spécialiste dans telle matière, il faut passer un examen. C'est exactement moi là ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que moi là je suis avocate généraliste, je ne peux pas dire je suis spécialiste en droit de la construction, alors que pourtant le droit de la construction c'est ce que je kiffe faire. Mais je vais me spécialiser justement en droit immobilier. Et pour ça il faut justifier de plusieurs années d'exercice dans la matière. On a tout un dossier à monter et c'est juste ça, c'est très fastidieux parce qu'en fait on sait comment ça fonctionne. Il faut juste monter le dossier et préparer ce dossier de demande d'examen, donc de spécialisation, dans la spécialité qu'on choisit. Et ensuite on passe un examen en fait, et les personnes qui sont déjà spécialistes dans la matière, que ce sont des avocats, des universitaires, donc des profs de fac ou des magistrats qui constituent ce jury-là, qui vont ensuite nous dire si oui ou non on peut se dire spécialiste. Donc c'est pas des années d'études en plus parce qu'en fait je continue de travailler. Moi là je travaille, il faut juste que je trouve le temps de monter ce gros dossier fastidieux. Voilà. Mais on ne peut pas dire, comment expliquer ça? Souvent à la télé on voit un avocat qui intervient dans des émissions où entre midi et deux, là il y a des émissions avec
qu'est-ce que c'est? Ils font plein de trucs, là, c'est sur la France 5, je crois, où il y a un avocat. Ben, cet avocat, s'il n'est pas spécialiste en telle matière, il ne peut pas écrire, la télé ne pourrait pas écrire avocat spécialiste en telle matière. C'est pas possible parce qu'on est une profession réglementée. Mais, par la culture, on va dire, populaire, ça se dit, je suis avocat spécialiste en ça, on n'a pas le droit officiellement de le dire. On ne peut pas le placarder, on ne peut pas l'écrire sur mon papier en tête. Moi, il y a écrit mon nom, Morgane Guacolo-Borel, avocat à tel endroit à Carpentras. Il y a écrit ce que j'ai fait comme diplôme. Mais je ne peux pas mettre spécialiste en droit immobilier parce que pour l'instant, je n'ai pas la mention. Je n'ai pas présenté ça. Voilà. Bon, les notaires alors. Personne, ça n'intéresse personne le notariat ou C'était pas un nom sur notaire Clément, je crois. Ouais, c'était pas un nom. Pas de questions? Et quand on est généraliste comme ça, comme vous, on peut pas, vous pouvez pas du coup avoir des affaires qui sont pour l'instant spécialisées dans ça. Si, Donc, bah, si justement. Justement, les gens ils viennent nous voir parce que on a une façon de travailler, on a une façon aussi d'avoir le contact humain avec les personnes, parce que c'est très très important. Moi, en droit de la construction, j'ai beaucoup de dossiers, parce que des gens savent que Mme Guacolo-Borel, elle fait du droit immobilier, elle fait du conflit de voisinage, elle fait des problèmes, par exemple, de fente dans les maisons. Tous ces éléments-là, les gens le savent. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas un avocat spécialiste. C'est tout, parce qu'il me manque juste cette mention-là à présenter. Mais à côté de ça, je fais des gardes d'enfants, des questions de parents qui se séparent, qu'ils soient mariés ou pas. Il faut quand même poser les règles du jeu, surtout envers les enfants. Le fait d'être généraliste, ça nous ouvre aussi, ça nous ouvre toutes les portes. Et le jour où je serai par exemple spécialiste en un certain droit, je pourrai aussi faire d'autres matières. Par contre, avocat, c'est un métier où il y a de la déontologie. On prête serment et on respecte de la déontologie. D'ailleurs, on l'apprend ça à l'école d'avocat. Et on a une obligation de compétence vis-à-vis de nos clients, ce qui est logique. Et cette compétence-là, moi par exemple, le droit du travail, tout ce qu'on appelle le droit social, je n'en fais pas. Si quelqu'un vient me voir et me pose, même un client que j'ai habituellement pour un problème de voisinage, un locataire qui ne paye pas le loyer par exemple, mon client il me voit pour ça, et puis il me pose une autre question pour du droit du travail, il a un problème avec son employeur à côté de ça, ou avec un de ses salariés. Moi je lui dis alors il n'y a pas de problème, mais moi ça je ne fais pas, je vous oriente vers tel confrère qui fait cette matière-là. Et dans mon cabinet justement on essaye de faire des pôles de compétences. C'est-à-dire que moi je fais tout ce qui est le civil, le pénal et le droit immobilier. J'ai une associée qui fait beaucoup tout ce qui est droit de la famille et les successions, quand il y a des décès aussi, quand il faut partager des biens, parce que ça n'aide pas, hein, des fois, il y a des animosités qui se créent. Elle fait ça, elle fait aussi beaucoup de droit civil. Et il y a une autre associée qui fait tout ce qui est droit de l'urbanisme et droit du travail. Et on essaie justement d'avoir au même endroit, répondre à toutes les questions et toutes les sollicitations que pourraient avoir nos clients. Justement, pour essayer d'être un cabinet le plus généraliste possible. Mais en même temps, on ne peut pas être généraliste, on ne peut pas dire qu'on sait tout faire parce qu'on a une obligation de compétence. Est-ce que c'est plus clair? Ouais. C'est pas trop compliqué. Est-ce que dans un cabinet d'avocats, vous êtes tous au même niveau ou est-ce qu'il y a des avocats qui sont entre guillemets supérieurs à d'autres? Alors, ça dépend de plein de choses. Moi, dans mon cabinet, on est actuellement on est 3 avocates et on est 3 avocates, on est toutes les 3 associées. Donc on a chacune nos cabinets respectifs, chacune ses domaines d'intervention spécifiques. On est en fait sur un pied d'égalité. Mais lorsqu'on commence notamment, et c'est là que c'est important de se faire encadrer, on peut intégrer un cabinet en tant qu'avocat collaborateur. L'avocat collaborateur, c'est un avocat qui va donner de son temps à un cabinet qui lui donne des dossiers à faire pour le cabinet. Par exemple, nous, ce n'est pas notre cas, on n'a pas d'avocat collaborateur, mais on pourrait avoir quelqu'un qui travaille pour nous et qui, pendant que moi, par exemple, je continue à recevoir les rendez-vous au cabinet, donc les clients au cabinet, et à faire, par exemple, une mesure d'expertise ou aller en audience, ben, je ne peux pas me diviser en 4, donc c'est pas rare qu'on ait 3 audiences en même temps, et des fois, on est à Nîmes, à Montpellier et à Carpentras ou à Avignon. Et donc là, déjà, l'avantage, nous, on est 3 associés, donc déjà, on va un peu là où les autres ne peuvent pas aller. Et si on avait encore plus de travail que ça, on pourrait prendre quelqu'un, un collaborateur, qui pourrait aller plaider les dossiers à notre place, préparer les dossiers également. Voilà.
Donc, c'est pas vraiment un avocat en fait. Ah oui, il y a aussi le statut de l'avocat salarié. Il arrive, alors ça, j'y connais pas grand chose là-dedans, mais je sais que il y a des avocats qui peuvent être salariés d'un cabinet. Alors, eux, ils n'ont pas le droit d'avoir de clientèle. Ils sont salariés d'un cabinet, ils sont avocats, ils peuvent aller plaider, mais ils n'ont pas le droit de recevoir pour eux un client et ouvrir un dossier à leur nom. C'est toujours pour le patron. Voilà. Mais sinon, l'avocat collaborateur est toujours un avocat libéral. Il doit des heures à son patron, mais son patron ne peut pas lui imposer d'être là de telle heure à telle heure. Il est libéral, du moment que le travail est fait. Normalement, on est tous sur un statut, sur un pied d'égalité. Voilà. Ok. Et c'est important. Vous avez déjà refusé beaucoup d'affaires ou pas? Alors j'ai refusé, oui, quand j'ai pas la compétence, bien sûr. C'est tout. Pas après des menaces ou quoi, de mort si jamais. Non, je me suis débarrassée de dossiers de clients et j'ai dit je n'interviendrai plus dans le dossier puisqu'il n'y avait soit plus la relation de confiance, soit une personne qui avait été menaçante. Ah ouais. Là, moi je dis il n'y a pas de problème. C'est un métier où il faut qu'on ait une relation de confiance, c'est important. La personne de l'avocat est très importante, c'est-à-dire que si à un moment donné ça bloque, alors oui, ça arrive qu'il y ait des clients qui ne soient pas d'accord avec ce qu'on leur dit, moi je leur dis mais il n'y a pas de problème, vous avez toujours le libre choix de l'avocat. Si vous avez quelqu'un qui veut faire ça pour vous, alors je vous dis que ça ne sert absolument à rien d'aller faire ça si c'est pour vous faire perdre votre temps et votre argent, votre patience, que ça va jouer sur les nerfs, pas de problème, faites-le, allez voir quelqu'un d'autre qui le fera pour vous. Mais on doit refuser des affaires quand cette relation n'est plus là. Voilà. Ou aussi qu'il y a un conflit d'intérêt. C'est-à-dire, moi j'ai refusé dernièrement un dossier dans lequel je ne pouvais pas intervenir. Pourquoi? Alors tout bêtement, c'est un couple d'amis qui se séparent, ils veulent divorcer. Ils sont venus me voir en me demandant est-ce que tu peux t'occuper de notre dossier de notre divorce. J'ai dit ben non, je vous connais tous les deux, ce n'est pas possible. Donc j'en oriente un vers un associé et un autre vers un autre cabinet. Mais on ne peut pas intervenir, on ne peut pas. Quand il y a conflit d'intérêt, c'est pas possible. Donc c'est pas possible ou c'est vous qui vouliez non, pas? c'est pas possible. Déontologiquement parlant, c'est pas possible. On a vraiment une déontologie avec des principes fondamentaux qui se doivent d'être respectés. C'est important. C'est ce qui fait aussi que notre profession est quand même, il faut quand même donner du sérieux. Si tout le monde fait n'importe quoi, comment vous voulez aller confier des affaires à une personne dont vous savez que par exemple elle ne tiendra pas le secret professionnel ou elle ira raconter n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose, il faut que quand on rentre dans cette profession-là, en tout cas pour ce qui est avocat, et c'est pareil pour les notaires, il y a également les huissiers, même les magistrats, enfin on a tous quand même un socle qui fait que on connaît une part importante de la vie des gens, des sociétés, et on se doit d'être droit quand même, c'est un minimum. Parce que de toute façon, tout se sait, à un moment donné, si un avocat qui dévie de ça, déjà au niveau de l'ordre, c'est-à-dire dans le barreau de Carpentras, dans le barreau d'Avignon et dans tous les barreaux de France, il y a une personne qui est élue, qui représente les avocats de Carpentras, les avocats d'Avignon et de tous les barreaux de France. Cette personne-là, on l'appelle le bâtonnier. Et ce bâtonnier-là, il est là, il intervient avec... il fait respecter la déontologie au sein de son barreau. Donc en interne, déjà, on peut avoir des sanctions. Et si ça va au-delà, ben, il y a des sanctions disciplinaires, donc il y a des conseils de discipline, tout ça, et puis ça pourrait aller même au-delà. Mais justement, on est une profession où on essaye vraiment d'encadrer les choses pour que on garde le sérieux et le professionnalisme qui est attendu de notre profession d'avocat. Et c'est quoi qui vous a donné envie d'être avocate quand vous étiez plus jeune? La question. À la base, je voulais être magistrate. Et puis en fait, vu qu'il pour être magistrat, il fallait attendre une année de plus pour faire ses études, j'ai dit bon ben je vais me faire la main sur le concours d'avocat. Et puis je l'ai bien réussi. Et puis du coup j'ai dit oh, c'est bon, je ne veux pas faire le truc de magistrat. Je suis allée à l'école d'avocat. Et puis là j'ai dit, en défendant les personnes, parce qu'on s'entraîne pour faire pour la première fois, parce que quand on est avocat, en fait c'est super important. Quand on plaide et qu'on n'a pas sa robe, notamment quand on est avocat stagiaire, on ne porte pas encore la robe et on prépare des dossiers et on va s'entraîner à plaider pour des vrais dossiers, pour des vraies personnes.
puis on n'a pas la robe. Et le jour où j'ai vraiment plaidé avec la robe, en fait, on sait qu'on est juste la parole en fait de notre client. C'est plus Morgane qui parle, c'est Maître qui parle pour son client. Et en fait, du coup, je sais pas, c'est un peu comme une espèce d'armure, je sais pas, mais qui montre que voilà, on porte la parole de notre client. Que ce soit au civil, mais encore plus au pénal quand on est en cour d'assises, pour des victimes ou même pour des personnes qui ont commis des actes délictueux ou criminels. Encore plus là, on est là pour justement porter la parole de ceux qui ne l'ont pas forcément. Voilà. Donc ouais, c'était juste une histoire de timing dans les études qui a fait que... Mais après, rien n'empêche de passer de la profession d'avocat vers la profession de magistrat. Il y a des juges qui étaient des avocats. Ah ouais? Ouais. Il y a des passerelles en fait dans le cadre de l'exercice professionnel. Ils continuent de travailler, puis ils passent des examens pour devenir magistrat. Voilà. C'est quoi le métier de magistrat? C'est un juge. Le magistrat, c'est un juge. C'est les personnes qui vont juger sur des affaires, quand des personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Un exemple qui arrive tous les jours, des parents qui se séparent. Il faut garder l'enfant, de quelle façon on le garde? Alors le mieux, c'est quand des parents ils se mettent d'accord et puis qu'on garde l'enfant de telle et telle façon, on est d'accord parce que l'enfant est d'accord, parce que les parents arrivent malgré tout à s'entendre, malgré leur séparation, ils arrivent à s'entendre dans l'intérêt de leurs enfants. Mais quand ils ne sont pas d'accord, on a un juge qui va dire ok, il va regarder ce qui se passe, il va regarder ce que dit la mère, il va regarder ce que dit le père. Il est possible, selon l'âge du ou des enfants qui souhaitent être entendus par le juge, donc le juge entend les enfants, mais c'est pas parce que l'enfant va dire moi je veux aller chez papa, je veux aller chez maman, ou moi je veux aller que chez papa, ou moi je veux aller que chez maman, que le juge va faire ce que dit l'enfant. Non, le juge va regarder la situation dans sa globalité, il va regarder les arguments de tout le monde, il va entendre ce que les enfants ont dit. Et il a quand même la loi qui lui dit comment décider, et c'est toujours dans l'intérêt supérieur du ou des enfants qu'il va prendre une décision et il va trancher. On n'est pas d'accord, le juge, son rôle c'est de dire voilà, on va faire comme ça et on va faire comme ça. Parce qu'à un moment donné, les personnes ne se mettent pas d'accord. D'accord. Mais c'est ça même pour les parents qui ne sont pas mariés. Ouais. Et ils sont obligés de passer par une avocate par exemple si ils sont Alors, pas mariés. non, si on n'est pas marié, justement, lorsqu'il y a des parents d'enfants qui se séparent, qui ne sont pas mariés, ils ne sont pas obligés de passer devant le tribunal, ils ne sont pas obligés de passer par un avocat, mais tout va bien dans le meilleur des mondes tant qu'on arrive à s'entendre. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait quand même 12 ans qu'on en voit passer, c'est pas forcément marrant, mais les parents se séparent. Ils se mettent d'accord. Toi, on prend l'exemple d'un seul enfant. Moi, je les prends le week-end, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, ou alors on fait une semaine. Tout le monde se met d'accord, tout le monde va bien. Ok. Et puis là, l'un ou l'autre a un nouveau copain ou une nouvelle copine qui a des enfants et qui fait l'inverse. Et là, on va dire ah mais non, alors viens, on change comme ça, les enfants, ils sont ensemble les week-ends, ok. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qu'on avait convenu. Et là, ça va commencer à monter. Leur petit accord qu'ils avaient mis en place, ça va monter. Et s'il n'y a rien, il n'y a pas un jugement qui est là pour dire on fait comme ça, les règles du jeu c'est ça, eh bien ça peut vite dégénérer, ça peut être compliqué pour les parents, mais aussi et surtout et avant tout pour les enfants, parce qu'en fait, tout le monde veut avoir raison, tout le monde veut faire, et au milieu il y a des enfants, ils n'ont rien demandé, et ils subissent ça. Alors, moi ce que je dis, à la plupart des personnes que je connais, s'ils se séparent, qu'ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas obligés de faire appel à un avocat pour ça. Ils saisissent, il y a tout il y a des formulaires qui sont en ligne, donc toujours .gouv.fr, c'est des formulaires CERFA. Pour saisir le tribunal, s'ils ne savent pas, ils vont à l'accueil du tribunal, ils demandent, ils peuvent se mettre d'accord et le faire ensemble, sans passer par des avocats, déposer une requête conjointe et ils mettent ce qu'ils veulent demander au juge. Ils ont juste à se présenter le jour où ils ont l'audience. Ça, c'est obligatoire par contre. Et au moins, ils auront une décision de justice. C'est comme quand vous jouez à un jeu de société, si vous n'avez pas les règles du jeu, chacun fait comme il veut. Le Uno, si on n'a pas les règles du jeu, on fait un peu comme on veut et ça part en cacahuète dès qu'il y en a un qui veut avoir raison et que l'autre veut aussi avoir raison. Le jugement, c'est la règle du jeu sur la garde des enfants. Et si on veut modifier ça, il suffit de ressaisir le juge parce qu'il y a un élément nouveau ou parce qu'il y a un désaccord entre les parents. Et c'est le juge, il est là, le magistrat, il va dire comme ça et pas comme ça.
Ça, on en fait beaucoup, ça. Ils font quoi les jurés d'assises? Les jurés d'assises. Alors, les jurés d'assises, ils sont là pour juger une personne qui a commis un crime. Et ils ne passent qu'à la cour d'assises. C'est des personnes, comme vos parents, qui sont inscrits sur les listes électorales. À partir du moment où on a 18 ans, qu'on est majeur, qu'on est inscrit sur une liste électorale, potentiellement, on peut être désigné sur une liste des jurés. Et il y a des sessions de cour d'assises. Là, il n'y en a pas encore, ça va bientôt arriver, à Avignon. Parce que la cour d'assises se trouve à Avignon, il y a une cour d'assises par département. Et donc, ces jurés vont être mobilisés, ils sont sur une liste et puis ils vont être appelés. Ils vont faire une formation, évidemment, avec des magistrats qui vont expliquer comment ça va se passer, ce qu'on attend d'eux à la cour d'assises. Et ensuite, s'ils sont tirés au sort, parce que nous, les avocats, on a quelques éléments sur les jurés, donc on a leur nom, je crois qu'on a leur date de naissance et le métier, et c'est tout. Et puis, on les voit quand ils sont levés, ils sont tirés au sort, et puis on peut les récuser ou dire, ok, donc les personnes vont s'installer à la cour. Et s'ils sont maintenus, s'ils ne sont pas récusés, eh bien, ils vont devoir écouter tout ce qui se passe pendant un procès et ensuite juger sur la culpabilité ou pas d'une personne. Voilà. Donc ils sont là pour juger, c'est pas évident quand c'est pas le métier, donc voilà, mais ils sont bien encadrés comme il faut. Bon, vous avez que les avocats et les magistrats. Moi, vous voulez que je vous donne un petit peu là les métiers que j'ai trouvés là pour vous? J'ai pompé quand même. Alors, vous avez les administrateurs judiciaires, administrateurs administratifs, administratrices. C'est quand il y a des entreprises qui ont des difficultés. En fait, c'est un métier, c'est les mandataires judiciaires ou les mandataires liquidateurs. Ils font la liquidation des sociétés qui sont en difficulté. Ça va. Alors, ça, vous trouvez tout sur Internet. On a les clercs de notaire ou clercs d'avocat. C'est pas des avocats, c'est pas des notaires. Mais ils font le travail un peu comme les avocats. Par exemple, le clerc d'avocat ne va pas aller plaider, mais il va préparer tout le dossier. Nickel, pareil pour les clercs de notaire. Tout va se préparer. Collaborateurs de notaire, donc ça c'est pareil, ils enregistrent les actes, tout ça. Il y a l'huissier de justice aussi. Vous parlez l'huissier de justice? C'est pas que les gens qui vont chercher de l'argent, hein. Les huissiers, on en a tout le temps besoin en fait. Non mais ça, c'est sérieux. Les huissiers de justice, dans la tête, dans l'esprit des gens, c'est les personnes qui vont aller taper à la porte et pour récupérer de l'argent. En fait, ou c'est les personnes aussi qui se font tirer dessus parce qu'il y a des gens qui sont tellement à bout qu'ils passent à un acte. Voilà. C'est pas que ça. En fait, quand on fait une procédure, on a tout le temps besoin d'un huissier. Déjà, les huissiers, c'est les personnes qui vont faire des constats. Ils sont, leur rôle, ils sont appelés, on les appelle pour venir constater que, par exemple, alors que... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ça se fait plus trop. Oui, alors, une société va engager des travaux. Je parle du droit de la construction puisque c'est ça que je connais le mieux. Une société va engager des travaux avant de commencer les travaux, pour être certain de dire, voilà, la maison, elle est dans cet état-là quand moi j'interviens. Par exemple, elle a une fissure à tel endroit, au niveau de la route, c'est cassé à tel endroit, tout ça. Ben, la société fait réaliser un constat d'huissier, qui vient constater l'état, et il prend en photo, il constate, et tout est figé dans un constat, dans un procès verbal de constat. Et ça, s'il y a un procès, et j'ai gagné un procès comme ça, s'il y a un procès, l'huissier, on va se servir de ce constat d'huissier pour dire, alors regardez, elle nous dit que c'est nous qui avons fait ça, sauf que regardez, avant même d'avoir commencé les travaux, ça a été constaté que c'était déjà cassé. Voilà. Ça, ils font les constats. Lorsqu'on doit délivrer un acte pour saisir un tribunal, c'est l'huissier qui fait ça. Nous, on rédige l'acte et l'huissier va le signifier. C'est lui, il va aller chez les personnes pour leur donner cet acte-là et le rendre officiel, pour avoir la date de convocation, tous ces éléments. Pareil, quand on a la procédure qui est terminée, qu'on a eu un jugement qui a été rendu, c'est l'huissier à qui on fait appel pour signifier cette décision à la personne en face, pour dire voilà, vous avez eu la décision le 8 mars, ben vous avez 15 jours pour faire appel. Si elle fait au bout de ses jours, ben c'est loupé. Loupé. Donc ils ont des rôles très, très importants et ils font plein de choses, quoi, hein. Ils vont aussi récupérer l'argent. C'est eux qui font des saisies, qui vont saisir des comptes bancaires, qui vont saisir des biens, tout ça.
Donc c'est un métier très très complet. J'avais trouvé directeur juridique. Ça c'est dans les sociétés en fait. C'est plus ça moi j'ai eu fait pendant mon stage avant de faire le stage d'avocat. J'étais à la direction juridique d'une société de construction qui est basée à Avignon, qui est une des plus grosses sociétés du Vaucluse, qui s'appelle GSE. Et on chapeaute toutes les questions de contrats qui sont faits par cette société. Quoi, hein. Voilà, donc ça c'est pas mal. Hein. On est dans une entreprise et on assiste l'entreprise dès qu'il y a une question juridique. On peut faire du droit aussi en entreprise. Greffier, ça vous parle ça, greffier, greffière? Ouais. C'est les secrétaires de juridiction. En fait, c'est les assistants des juges. Ils sont dans le procès, non? Ouais, c'est ça. C'est ceux qui écrivent ce qui se dit. Ils sont super importants, les greffiers, et c'est eux, alors avant il y avait qu'eux qui tapaient les jugements, maintenant vu qu'il n'y a plus de moyens pour la justice, les juges tapent leur jugement aussi. Donc voilà, c'est les secrétaires de juridiction, et pareil, donc il y a une école pour devenir greffier, c'est vraiment un rôle central dans la justice, hein, vraiment greffier, bon ici ça j'ai déjà vu. Juriste d'entreprise, bon, bah, c'est comme la direction, la direction juridique, donc dans l'entreprise, j'avais quoi? Magistrat. C'est bon, on a vu? Notaire? Notaire, vous savez à quoi ça sert un notaire? C'est celui qui repartit. Il me semble que c'est celui qui repartit les biens quand une personne est morte. Ouais, tout à fait. C'est ça, ouais. En partie, il ne fait pas que ça. Le notaire, en fait, il intervient tout ce qui est droit de la famille, donc effectivement, pour faire des contrats de mariage, par exemple, le notaire le fait. Il peut intervenir lorsqu'il y a un divorce, donc une séparation, pour dire, ben voilà, telle personne a ça, il fait en fait la liquidation du régime matrimonial. Il dit, vous avez droit à ça, donc la communauté, le couple a tout ça, et ben monsieur a droit à ça, madame a droit à ça. Mais monsieur a donné plus, alors madame doit lui donner ça, ou inversement. Ça, voilà, il a un rôle aussi au niveau patrimonial, quand vous achetez un bien ou quand vous vendez un bien, donc un immeuble, dès que ça touche à un immeuble, maison, appart, tout ce que vous voulez, ben, le notaire va intervenir pour faire l'acte. En fait, c'est lui qui vous donne votre titre de propriété, sauf dans un cas, quand on a des saisies immobilières, où on a une vente d'un bien aux enchères publiques, où là c'est le juge qui donne le titre de propriété. C'est le seul cas où le notaire n'intervient pas, mais c'est le juge qui le fait à sa place. Mais tu peux pas être dans les procès. Le notaire? Ouais, j'avais envie. Non, sauf s'il fait un truc qui ne va pas et qu'il engage sa responsabilité. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. C'est 13h12, c'est jusqu'à quelle heure notre... 30. Jusqu'à 30, ok. Et en fait, secrétaire juridique. Moi, j'ai une secrétaire juridique à mon bureau. Et elle c'est comme les greffiers, quoi. C'est le point central du bureau. Elle répond au téléphone, elle prend les rendez-vous. On lui dicte les trucs, tac, 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 elle dicte, elle fait tout, elle organise l'agenda, elle organise tout, et c'est vraiment un point central au bureau. Ça, c'est pour augmenter, être avocate aussi, ce qu'elle fait, par exemple? Non. Ou juste rester là? En fait, la secrétaire, elle peut devenir avocate. Nous, en fait, quand on est avocat, on a un centre de formation, l'ENADEF, qui permet justement aux salariés des cabinets d'avocats de faire des formations pour augmenter un niveau. Par exemple, une secrétaire peut faire, une secrétaire toute simple en fait, qui répond au téléphone et qui fait juste ça, peut devenir secrétaire juridique parce qu'elle a des compétences plus élevées et elle peut devenir clerc d'avocat. En fait, ça peut monter justement. Après, si elle veut devenir avocat, effectivement, elle pourrait le faire, mais il faudrait passer justement par des examens pour devenir avocat. Après, il y a quoi comme autre, je sais pas, toutes les questions que vous pouvez avoir, si je peux y répondre vraiment. Et notaire et clerc de notaire, c'est plus long, non, les études que l'avocat? Non, c'est équivalent, mais c'est pas les mêmes. En fait, on ne prend pas les mêmes branches. On commence à la fac à la même chose, la fac de droit. Et ensuite, je peux regarder là, notaire. J'ai pris ça en fait, ça c'est la base justement. Le notaire, qu'est-ce que je l'ai mis? Et ensuite, il y a l'école du notariat. Comme l'école d'avocat, il y a l'école du notariat. Je vais regarder. En même temps, j'avais rangé par ordre alphabétique. Voilà. Alors, notaire. Hop. Les études.
Il y a 8 ans d'études nécessaires pour devenir notaire. Il y a 2 voies d'accès, soit la filière universitaire, où on fait le diplôme supérieur du notariat, c'est ce qu'on appelle le DSN. Donc il faut un master en droit notarial, suivi d'une période d'apprentissage en études notariales, donc 24 mois, 2 ans. Et en fait, il y a une formation de 3 ans. Le DSN, à moins que... Enfin, moi, ça fait 12 ans que je suis avocate, donc ça fait 15 ans que je suis plus à la fac. Il n'y avait pas le DSN à Avignon. Je crois qu'on partait à Montpellier pour faire le DSN. D'accord? Donc, il faut regarder... Ensuite, il y a la voie professionnelle. Donc là, c'est le diplôme de notaire. Il faut avoir un master en droit et une formation de 30 mois donc, dans un stage professionnel chez un notaire. Voilà. Et là, il y a un institut spécialisé pour faire ça. Et ensuite, on devient notaire stagiaire au sein de l'office notarial. Et ensuite, on peut devenir notaire salarié. Ou ensuite, notaire associé. Voilà. Voilà. Il y a plein de... En fait, ouais, à la fac, parce que vous, maintenant, vous avez le truc, vous devez rentrer donc, dans le cycle universitaire, rentrer dans une fac. Après, une fois que vous y êtes, justement, vous avez toutes les infos, je pense, qui vous sont données en fonction de si vous voulez faire le notariat. De toute façon, le temps d'y arriver au master, il y a de quoi faire. Il y a déjà 3 ans de licence. Voilà. Mais on a tous le même socle. Hein. Les magistrats, les avocats, même les huissiers, dès qu'on a fait la formation de base universitaire, on a tous le même socle. Voilà. Moi, c'est une question pour tout ce qui est cours et tout. C'est pourquoi il n'y a qu'une cour de cassation en France? Alors, on a, premier niveau, c'est les tribunaux judiciaires. On a Carpentras, Avignon, tribunal judiciaire. Ce tribunal judiciaire, il est divisé entre différentes juridictions. Donc, on a le juge qui juge les contentieux de moins de 5 000 euros, moins de 10 000 euros, les affaires familiales, le pénal, tout ça. Tout ça, c'est le tribunal judiciaire. Si une décision est rendue par un tribunal judiciaire, on peut faire appel de cette décision. Je fais le cas le plus basique. On peut faire appel de cette décision. On va devant la cour d'appel. Et la cour d'appel, il y en a une. Nous, Carpentras, on dépend de celle de Nîmes. Tout ce qui est Marseille, tout ça, Aix dépend de la cour d'appel d'Aix. Il y a vraiment des circonscriptions administratives définies pour les cours d'appel. Donc si on conteste une décision rendue par Carpentras, on va faire appel à Nîmes. Et si on conteste la décision rendue par la cour d'appel, en disant attendez, moi juridiquement ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas dans mon dossier, on a une seule cour de cassation qui est là pour juger au civil, les affaires civiles, au pénal, au social, et qui va dire voilà, c'est telle règle de droit qui s'applique. En fait, la cour de cassation, elle ne va pas juger les faits pour dire telle personne a fait telle chose ou pas. Non, elle va regarder si la règle de droit, le texte a bien été appliqué, et elle dit oui ou non, et puis ça revient en cour d'appel, et puis ça peut se terminer. Ça, c'est dans le cycle judiciaire. Il y a le droit administratif aussi, parce qu'on a le droit privé et on a le droit administratif qui concerne les relations avec tout ce qui est État, tout ça. Ça, pareil, c'est pareil, tribunal administratif, cour administrative d'appel, conseil d'État. Ça, c'est la pyramide des juridictions en France. Donc, il n'y en a qu'une seule de cour de cassation pour dire voilà, la règle de droit s'applique bien ou pas. Mais pourquoi il n'y en a qu'une, justement? Parce que s'il y en avait 50, chacun aurait sa petite interprétation, je pense, de la règle de droit. Voilà. Et selon la formation qui est rendue, quand il y a des décisions qui doivent être rendues et qui sont très 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 importantes, il y a ce qu'on appelle dans la Cour de cassation l'assemblée plénière. C'est-à-dire que c'est des formations de la Cour de cassation qui vont rendre une décision mais méga importante. Voilà. Les jeunes hommes, on n'a pas de questions? Non. C'est pas très bavarde. Hein. C'est dommage que ceux qui sont en Facebook Live on puisse pas voir. Je sais pas s'il y a des questions ou pas, mais bon, voilà. Là c'est beaucoup trop long. Il y a des commentaires? Franchement, j'arrive pas à lire. Moi, je me vois en tout petit comme ça là-bas. Je sais pas, est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez déjà vu, je sais pas, est-ce que vous êtes déjà allé voir le jeudi après-midi au tribunal, comment ça se passe? Il y a un mon pote qui est venu au lycée. Non. Ah ouais? Maître Maurice. Maître Maurice? Ouais. De Carpentras? Non. Non, ah ouais, non, parce que j'allais dire, il n'y a pas de Maître Maurice à Carpentras. D'accord. Ouais, ça moi je le sais. Ça moi je faisais
il y a quelques temps de faire des formations. J'allais dans des classes ou quoi, au collège. Ouais, je faisais ça. Mais sinon, ouais, il y a des classes aussi qui assistent au procès le jeudi après-midi, au tribunal correctionnel, voilà, pour vous montrer un peu ce que c'est, quoi. Voilà. Bon, ça c'est au pénal. Vous voyez. Est-ce que vous procès vous stressez de rater l'affaire, enfin de perdre le procès ou... On va vraiment être pas bon. Ouais, Non, non. Là, alors, il y a des procédures qui sont écrites où on prépare vraiment le dossier en amont, tout est prêt, tout ça. Et la plaidoirie se résume la plupart du temps à des observations très précises sur quelques points clés du dossier. Ensuite, le magistrat rendra sa décision, puisque la procédure étant écrite, on doit s'en tenir à ce qui est noté dans le dossier. Quand on est au pénal, la procédure, elle est orale. Moi, il m'est arrivé d'avoir préparé en cour d'assises un dossier, j'avais briefé pliant, tout ce qu'il faut, tout ça. Alors, c'est un très gros dossier, donc on a la perpétuité. À l'époque, il y avait les récidives criminelles avec des peines planchées, où le tribunal ne pouvait pas aller en dessous d'une certaine peine. Il encourait vraiment très gros. Donc le dossier, on l'avait vraiment préparé. J'étais allée voir la maison d'arrêt donc au Pontet, enfin centre, la maison d'arrêt. Et puis pendant le procès, en fait, donc on avait vraiment calé. J'avais repris avec lui ce qu'il avait déclaré, ce qui était dit dans le dossier. Et puis voilà, et j'avais préparé la cour en disant voilà, il y a des questions qui peuvent vous être posées, ça peut vous déstabiliser, mais vous savez, on vient de tout refaire, vous avez ce que vous avez dit en tête dans les procès-verbaux. Et en fait, cette personne-là, il y a quelqu'un qui a été appelé en qualité de témoin, qui a dit des choses qui l'ont vraiment déstabilisé, et la personne s'est complètement fermée et n'a plus voulu parler du procès. Et là, j'avais beau dire, essayer de lui poser ne serait-ce que même moi des questions dont je savais déjà les réponses qu'il allait donner, puisque c'était juste pour dire au juré, regardez, entendez ce qu'il a à dire aussi, ce gars, il n'a plus rien dit. Et là, en fait, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Donc il a été jugé sur les choses qui ont été dites pendant tout le procès, la durée du procès, mais il n'a pas pu vraiment s'expliquer. Et quand surtout sur des dossiers au pénal comme ça, graves, la personne n'est pas entendue, forcément les jurés qui sont là pour juger, les juges aussi, qui ont eux accès au dossier, ça ne les aide pas en fait à essayer de comprendre la personne. Là c'est compliqué. Là, on sait qu'on va... là, moi, j'avais sorti les rames et puis j'avais fait comme j'avais pu, mais on n'arrive pas perdant dans un dossier, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma façon de travailler. Oui. Si je sais qu'un dossier ne va pas aboutir, une personne me dit « Ouais, moi, je veux faire ça pour le principe, maître. » Moi, je vais dire juridiquement parlant, ça va être compliqué, ça ne tient pas forcément, vous n'avez pas de preuves, il n'y a rien qui nous permet d'avancer. C'est vraiment... ça va être dur. Moi, j'essaye d'éviter justement de faire perdre du temps et de l'argent à des personnes. Après, il est possible qu'il y en ait qui aillent direct au casse-pipe, mais bon, ça, c'est pas mon problème en fait. Ah ouais. Voilà. Et les avocats, vous êtes au courant à l'avance des témoins qui vont... Au procès, non. Ah, au procès, si à la cour d'assises, oui, on a une liste en fait qui nous est adressée. Moi, j'ai un dossier là qui vient en cour d'assises d'appel à Nîmes dans pas longtemps, dans un mois et demi. Je viens de recevoir la liste des témoins. Voilà, on a la liste, on peut justement faire ajouter des témoins. Voilà, mais voilà, on sait qui sont les personnes qui vont être appelées. Et à la cour d'assises, on a un planning qui est mis en place par la présidente ou le président de la cour pour justement, parce que des fois, souvent c'est sur plusieurs jours. Donc les personnes ne vont pas rester pendant 3 jours. S'ils sont appelés que le 3e ou 4e jour, ils ne vont pas rester là pendant 3 jours. Il y a des dossiers comme les attentats du Bataclan. Enfin, eux, c'est sur des mois et des mois et des mois que ça s'étale. Donc voilà, le planning d'audience aussi évolue. En plus, eux, ils ont les problèmes de Covid. Voilà. Donc, mais voilà, les procès d'assises sont vraiment des procès. C'est vraiment une parenthèse, quoi. Hein. Quand on est en cours d'assises, on est dans une parenthèse. On est consacré qu'à ça. Et quand les parents ils se séparent et que par exemple c'est la mère ou le père qui garde la maison, il doit... Enfin c'est un notaire ou pas qui s'occupe de... Ça dépend s'ils sont juste séparés ou s'ils sont mariés. Non. Non, je sais pas. Ça dépend après ce qu'ils ont prévu.
Ça dépend vraiment de ce qui a été prévu, de qui a acheté la maison, comment elle a été achetée. Bah, ils l'ont acheté à 2, donc c'est un peu... Ouais, mais ça dépend voilà. Après, si effectivement il y en a un qui garde la maison, il va falloir nécessairement passer devant un notaire. Par exemple, un exemple tout bête, le père et la mère sont pas mariés, ils ont acheté une maison ensemble, donc en fait on dit qu'ils sont en indivision. Dans l'indivision, il y en a un qui peut avoir acheté soit 50-50, donc moitié chacun, soit un tiers, 2 tiers, ça dépend. Et s'il y en a un qui se sépare, donc qu'est-ce qu'on fait de la maison? Il y en a un qui veut la racheter ou pas, ils peuvent la vendre. Ou alors il y en a un qui rachète la part de l'autre. En gros, hein. Et là, il faut tout le temps passer devant le notaire. C'est obligé. Ok. Voilà. Et ça dépend. Après, tout est... Enfin, quand on achète, même si on est qu'on soit marié ou pas, on achète, il y a un contrat de vente en fait. Et c'est dans cet acte-là qu'on voit toutes les répartitions qui sont faites entre les personnes. Voilà. C'est les 25. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. C'est quoi qui vous a poussé, vous, à venir aujourd'hui? Juste pour avoir des informations enfin, quand on est en 5e ou pas? Non, mais c'est vrai, quand on est en 5e, on n'a pas les mêmes motivations que quand on est en terminale, en première. Enfin, voilà. Donc, moi, je venais à tous les ateliers et celui-là, je ne savais pas. Et je suis quand même venue. bah, merci. Voilà. Mercredi. Oui. T'as trouvé ça intéressant ou t'attendais d'autres choses? Non, c'était très bien. Moi, j'étais venu pour la culture générale. Ok. Moi je l'ai étudié au lycée donc Pour voir ce que c'est. ouais, j'ai mis des facs de droit support dessus donc c'était pour avoir des enfants en plus au cas où. C'est bien. Ouais, pour l'information, moi. Pareil. Moi, je fais tous les ateliers. Et tous les ateliers. moi, je m'y intéresse, mais de l'enfant métier, je sais pas encore. Ouais, après, faut pas se presser. Hein. Oui. Il y a toute la fac aussi, il y a tout le cursus universitaire. Enfin, voilà, c'est pas parce que vous rentrez pas en fac de droit que vous n'allez pas pouvoir basculer dans la fac de droit après. Enfin, ça, c'est pas. Voilà. On a fini, on a fait le tour. Je sais pas s'il y a eu des commentaires ou pas, mais. Alors, il y a eu 28 personnes. Sérieux?